Une bibliothécaire âgée glisse en cachette des livres supplémentaires aux enfants pauvres sans jamais savoir que l'un d'eux lui achèterait la maison de ses rêves. Les mots s'étaient gravés dans l'esprit de Margaret Whittaker, tandis qu'elle glissait l'exemplaire usé du Jardin secret dans les petites mains tremblantes d'une fillette dont le manteau était trop grand de 2 tailles et dont les yeux portaient une faim qui dépassait celle de la nourriture. C'était contraire au règlement de la bibliothèque, cette petite rébellion tranquille qui était la sienne, permettre aux enfants de dépasser leurs limites de 2 livres, annuler les amendes de retard d'un clin d'œil complice, ou dans ce cas, les laisser emporter chez eux des livres qui n'étaient officiellement plus en circulation. « C'est notre petit secret, ma chérie », murmura Margaret, ses doigts arthritiques refermant doucement les mains de la fillette autour du livre. Celui-ci n'a pas besoin de revenir. Elle regarda la compréhension naître dans les yeux de l'enfant, grand, brun et soudain scintillant de quelque chose qui serra la poitrine de Margaret. « À moi? Pour toujours !» La fillette, Eliza, c'était son prénom, demanda d'une voix si petite qu'elle troublait à peine le silence sacré de la bibliothèque publique de Millfield. « Pour toujours !» confirma Margaret, sa propre voix s'étranglant. « Les livres ont aussi besoin de foyers, tu sais. De bons foyers où ils seront aimés. » Dehors, le vent de février faisait vibrer les hautes fenêtres du bâtiment centenaire de la bibliothèque. À l'intérieur, les radiateurs cliquetaient et sifflaient, menant un combat perdu d'avance contre le froid qui s'infiltrait à travers les murs de pierre. La bibliothèque de Millfield avait été le foyer de Margaret pendant 42 ans, plus longtemps que son mariage n'avait duré, plus longtemps que le petit appartement vers lequel elle rentrait chaque soir ne lui avait appartenu. Le bâtiment craquait sous le poids de l'âge, tout comme les genoux de Margaret quand elle grimpait l'échelle roulante pour atteindre les étagères les plus hautes, mais il y avait une dignité dans leur déclin commun. À 72 ans, les cheveux autrefois auburn de Margaret avaient pâli vers un blanc doux et ses lunettes cerclées de métal glissaient perpétuellement sur son nez, tandis qu'elle aidait les enfants à trouver des mondes dans lesquels s'évader. Elle n'avait pas d'enfant à elle. Cette possibilité était morte en même temps que son mari James durant leur 3e année de mariage. Un accident de voiture sur une route verglacée et soudain elle s'était retrouvée seule à 29 ans. La bibliothèque l'avait sauvée à cette époque, les livres devenant à la fois son refuge et sa raison d'être. « Mademoiselle Margaret ?» La voix d'Eliza la ramena de souvenirs qui encore, après toutes ces années, pouvaient lui couper le souffle. « Est-ce que je pourrais peut-être en avoir un de plus? Pour mon frère? Il est souvent malade et ne peut pas venir lui-même. » Margaret étudia la fillette. Des moufles usés jusqu'à la corde pendaient d'une ficelle effilochée passée dans les manches de son manteau, des chaussures aux semelles si usées qu'elle ne pouvait décemment pas empêcher la gadoue de février de passer. La famille Harrington avait été plus durement touchée que la plupart quand l'usine textile avait fermé il y a 2 ans. 5 enfants, pas de père digne de ce nom, et une mère qui faisait des doubles équipes au restaurant en bordure de ville. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui plaît à ton frère? Les aventures ?» répondit Eliza aussitôt. « Il dit qu'il va voir le monde un jour, même s'il arrive à peine à sortir du lit certains jours. » Margaret sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « J'ai exactement ce qu'il faut. » Elle disparut dans la section des ouvrages de référence, où étaient conservés les livres les plus précieux, et choisit un atlas magnifiquement illustré qui avait été donné par le lycée lors du renouvellement de leur collection. Techniquement, il devait rester à la bibliothèque, mais les règles avaient toujours semblé être des suggestions pour Margaret, surtout quand elle se dressait entre un enfant et un livre. Quand elle revint et plaça le lourd atlas dans les bras d'Eliza, le visage de la fillette se transforma. L'espace d'un instant, les rides d'inquiétude qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir s'effacèrent, remplacées par l'émerveillement. « Il va tout voir », chuchota Eliza, traçant le titre doré en relief avec vénération. « C'est ça la magie des livres, n'est-ce pas ?» dit Margaret, aidant Eliza à ranger les 2 trésors dans son sac à dos usé. « Ils nous emmènent dans des endroits même quand nos pieds ne le peuvent pas. » Après le départ d'Eliza, Margaret s'assit à son bureau, la lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans le silence. Elle ouvrit son tiroir du bas et sortit son registre, pas le registre officiel de la bibliothèque, mais sa propre comptabilité privée. D'une écriture soignée, elle écrivit « 15 février 1985, Eliza Harrington, Le Jardin secret et Atlas mondial ».
En dessous se trouvaient des centaines d'entrées similaires s'étalant sur des décennies, chacune représentant un enfant et un livre qui s'était retrouvé grâce à son intervention silencieuse. Ce que Margaret ne pouvait pas savoir, en refermant le registre et en le remettant à sa cachette, c'était qu'à l'autre bout de la ville, dans une chambre pleine de courants d'air qu'il partageait avec 2 frères, Michael Harrington, 12 ans, ouvrirait cet atlas et sentirait son monde s'élargir au-delà des murs qui trop souvent l'enfermaient. Elle ne pouvait pas savoir que les doigts du garçon, affaiblis par une enfance de pneumonie récurrente et de rhumatisme articulaire aigu, gagneraient en force en tournant ses pages nuit après nuit. Elle ne pouvait pas savoir que les graines qu'elle plantait grandiront pour devenir quelque chose qui, des décennies plus tard, lui reviendrait de façon qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Quand l'hiver fondit en printemps et que le printemps se réchauffa en été, Margaret continua ses petites rébellions. Un exemplaire de L'île au trésor pour le petit Sullivan qui dormait parfois dans une voiture avec son père, Anne au pignon vert pour la petite Martinez dont la mère luttait contre le cancer, les œuvres complètes de Shakespeare, volume après volume, pour le petit Williams qui récitait des sonnets à voix basse en rangeant des livres pendant son travail d'après-cours. Chaque livre était soigneusement noté dans son registre, le nom de chaque enfant écrit de son écriture de plus en plus tremblante. Et si le conseil d'administration de la bibliothèque s'interrogeait sur quelques livres manquants à l'occasion, Margaret pinçait les lèvres et évoquait l'usure normale ou suggérait que peut-être l'inventaire s'était trompé. Après 40 ans, personne ne questionnait Margaret Whittaker de trop près. Elle faisait autant partie des meubles de la bibliothèque que les bustes de marbre des auteurs défunts qui encadraient l'entrée. L'été céda la place à l'automne, et les enfants Harrington devinrent des habitués de la bibliothèque. Elisa amenait ses petites sœurs, et parfois, quand sa santé le permettait, Michael venait aussi. Il bougeait différemment des autres enfants, avec précaution, délibérément, comme s'il économisait son énergie pour ce qui comptait vraiment. Mais ses yeux étaient vifs et avides, absorbant tout. Un après-midi d'octobre, Margaret le trouva dans la section sciences, un livre sur l'architecture ouvert devant lui. « Les bâtiments qui durent, dit-il sans lever les yeux quand il sentit sa présence, ont des fondations qui vont en profondeur. Vous le saviez, Miss Margaret? Oui, dit-elle en s'installant dans la chaise en face de lui. Ses genoux protestaient, mais elle les ignora. Tu t'intéresses à la façon dont les choses sont construites? Michael hocha la tête, ses doigts fins traçant le contour d'une cathédrale gothique. Je veux construire des choses qui comptent, des choses qui durent. C'est une belle ambition, dit Margaret, remarquant comment la lumière d'automne captait la détermination sur son visage. Que construirais-tu en premier si tu pouvais? Il leva alors les yeux, son regard direct et saisissant dans son intensité. Une vraie maison pour ma maman, une qui ne fuit pas quand il pleut et qui ne gèle pas quand il neige. Une avec assez de chambres pour que personne n'ait à dormir sur le canapé. Margaret sentit cette fissure familière dans sa poitrine s'élargir. C'est un premier projet qui en vaut la peine. Après ça, peut-être une nouvelle bibliothèque, ajouta-t-il avec l'ombre d'un sourire. Celle-ci est plutôt vieille. Impertinent, gloussa Margaret, mais ses yeux la piquèrent de façon inattendue. Bon, quand tu seras un architecte célèbre, je te tiendrai parole. Marché conclu, dit-il, et il tendit sa main avec une solennité si adulte que Margaret dut avaler péniblement avant de la serrer. En retournant à son bureau, elle prit note mentalement de trouver des livres d'ingénierie et de design qui pourraient accidentellement se retrouver dans le sac à dos de Michael. Ce que Margaret ne réalisait pas, c'est que cette conversation était observée par la nouvelle présidente du conseil d'administration de la bibliothèque, Eleanor Griggs, dont la nomination avait été annoncée la semaine précédente. Eleanor, avec ses tailleurs repassés et ses indicateurs de performance, représentait tout ce que le système bibliothécaire moderne était en train de devenir, informatisé, rationalisé, responsable. Le lundi suivant, Margaret trouva un mémo dans sa boîte de réception demandant une réconciliation d'inventaire de tous les documents de la bibliothèque. Le langage était bureaucratique, mais le message était clair. Les écarts ne seraient plus tolérés. Pour la première fois de sa campagne de redistribution littéraire qui durait depuis des décennies, Margaret ressentit de la peur. Pas pour elle-même. Que pouvait-il faire à une femme de son âge, à part la forcer à prendre une retraite qu'elle évitait? Mais pour les enfants qui dépendèrent des livres qu'elle leur glissait, des enfants comme les Harrington, pour qui les livres n'étaient pas seulement des histoires, mais des bouées de sauvetage, des fenêtres dans des murs autrement solides. Ce soir-là, en fermant la bibliothèque à clé, la neige commençant à tomber dans le cône de lumière sous le lampadaire, Margaret prit une décision. Elle serait plus prudente, mais elle n'arrêterait pas.
Certaines règles existaient pour être suivies, d'autres existaient pour nous montrer où la compassion était nécessaire. L'hiver s'installa sur Millfield comme une couverture lourde. La bibliothèque devint un refuge pour ceux qui cherchèrent la chaleur autant que la connaissance. Margaret gardait une boîte de bonbons au butterscotch sur son bureau et faisait semblant de ne pas remarquer quand les enfants qui entrèrent du froid restaient jusqu'à la fermeture, lisant le même livre pendant des heures juste pour rester au chaud. Les enfants Harrington venaient moins fréquemment à mesure que l'hiver s'approfondissait, la marche trop périlleuse, leur manteau trop fin, mais Michael apparut un jour brutal de janvier, son visage gercé par le vent, serrant un paquet enveloppé dans du papier journal. « C'est pour vous ?» dit-il, le posant sur son bureau avec une révérence prudente. « Je l'ai fait. » Margaret déplia le papier journal pour découvrir une petite boîte en bois, son couvercle sculpté avec l'image d'un livre ouvert. Le travail était impressionnant pour n'importe quel âge, mais pour un garçon de 12 ans avec des problèmes de santé, c'était remarquable. « C'est magnifique », murmura-t-elle, passant ses doigts sur le bois lisse. « Tu l'as fait toi-même » Michael hocha la tête, la fierté surmontant brièvement sa réserve habituelle. « Cours d'atelier. »« Peterson m'a laissé utiliser les outils après les cours. C'est pour votre liste secrète de livres. » Le cœur de Margaret s'arrêta. « Mon quoi? Je t'ai vu y écrire. » dit-il d'une voix basse, « quand tu penses que personne ne regarde ?» Après avoir donné un livre à quelqu'un qui n'a pas besoin de le rendre, la peur a dû se lire sur son visage car il s'empressa d'ajouter « Je ne le dirai à personne, je te le promets. C'est une bonne chose que tu fais, la meilleure. » Margaret fixa ce garçon solennel qui voyait trop, comprenait trop. « Merci, Michael », finit-elle par dire, acceptant la boîte et le secret qu'ils partageaient désormais. « Cela compte plus pour moi que tu ne le sais. » Cette nuit-là, Margaret transféra son registre dans la boîte de Michael, avec le sentiment qu'un flambeau avait été transmis, même si elle ne savait pas dans quel but. L'inventaire se poursuivit tout au long de février, Eleanor Griggs devenant une présence de plus en plus fréquente à la bibliothèque, sa planchette et son air renfrogné faisant autant partie de son apparence que ses cheveux gris parfaitement coiffés. Margaret devint plus sélective dans ses dons, plus prudente dans sa comptabilité. Les entrées du registre se firent plus rares, mais chacune représentait un risque calculé, une forme de défi qui devenait de plus en plus personnel. Fin février, une canalisation éclata dans le sous-sol de la bibliothèque, endommageant des centaines de livres dans l'espace de stockage. Eleanor Griggs profita de cette catastrophe pour accélérer ses projets de modernisation. Les livres plus anciens, plutôt que d'être réparés, furent désignés pour être jetés. Elle appelait cela un déstockage. De l'efficacité? Pour Margaret, c'était rien de moins qu'un crève-cœur. Des livres qui avaient survécu des décennies étaient désormais considérés comme jetables, remplacés par des volumes plus brillants, plus fins, avec moins de substance mais un attrait plus contemporain. « Nous sommes une bibliothèque, pas un musée », expliqua Eleanor quand Margaret protesta. « Nous servons la communauté telle qu'elle est, pas telle qu'elle était. »« Ces livres sont la communauté », argumenta Margaret, tenant un exemplaire abîmé par l'eau des grandes espérances, comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé. Ils contiennent notre mémoire collective, nos histoires partagées. L'expression d'Eleanor s'adoucit momentanément. Je comprends ton attachement, Margaret. Tu as donné ta vie à cet endroit. Mais les temps changent, et nous devons changer aussi. Le conseil d'administration a approuvé la mise au rebut. C'est décidé. Cette nuit-là, Margaret resta tard, triant les livres condamnés. Certains étaient vraiment irrécupérables, leurs pages gonflées et moisies. Mais d'autres, tant d'autres, avaient simplement besoin d'être séchés, peut-être reliés à nouveau. Alors qu'elle travaillait, un plan se forma. Le lendemain, elle apporta sa propre valise à roulettes, celle qu'elle avait achetée des décennies plus tôt pour un voyage en Europe avec James, qui n'avait jamais eu lieu après sa mort. Tout au long de la journée, alors qu'elle tenait le bureau de près, elle remplit lentement la valise avec des livres de la pile de rebuts, pas au hasard, mais des volumes soigneusement sélectionnés dont elle savait qu'ils trouveraient des foyers reconnaissants. Alors que l'heure de fermeture approchait, Eliza Harrington apparut, tapant la neige de ses bottes. Son visage était tendu d'inquiétude. « Mademoiselle Margaret » dit-elle sans préambule. « Michael est encore à l'hôpital. Sa poitrine a empiré. » Les mains de Margaret s'immobilisèrent sur le livre qu'elle traitait. « Je suis vraiment désolée, ma chérie. Il y restera longtemps ?» Eliza haussa les épaules, ce geste d'adulte incongru sur ses petites épaules. « Maman dit peut-être une semaine ? Il déteste cet endroit. » Il dit que ça sent la mort et le désinfectant. Margaret pensa à la valise cachée sous son bureau, aux livres qu'elle contenait choisis pour des enfants qu'elle n'avait pas encore identifiés.
Elle pensa à Michael dans une chambre d'hôpital stérile, fixant des murs blancs au lieu de flèches de cathédrale et de merveilles d'ingénierie. « Attends-moi ici », dit-elle à Eliza. Quand elle revint, elle portait un sac en papier contenant 5 livres, surtout des aventures, mais aussi un guide complet d'architecture moderne qu'elle gardait pour une occasion spéciale. « Pour Michael », dit-elle. Pour que le temps passe plus vite, le visage d'Eliza s'illumine. « Je peux vraiment prendre tout ça ?»« Bien sûr », dit Margaret, puis ajouta avec un clin d'œil de conspiratrice. « Ils ont été officiellement mis au rebut, donc on ne transgresse même pas le règlement. » Après le départ d'Eliza, Margaret continua à remplir sa valise. À l'heure de fermeture, elle contenait 37 livres qui auraient sinon été détruits. Elle ne ressentit aucune culpabilité en la roulant devant le vigile, qui souleva son chapeau à Mademoiselle Whittaker, sans un regard. Au cours du mois suivant, Margaret devint un autre genre de bibliothécaire, une itinérante. Les livres de la valise trouvèrent leur chemin vers les enfants de Millfield, déposés sur les pas de porte, livrés par l'intermédiaire de frères et sœurs plus âgés, transmis à travers un réseau qui se forma d'une façon ou d'une autre sans direction explicite. Chaque distribution était consignée dans son registre, désormais gardé en sécurité dans la boîte sculptée de Michael chez elle. Chaque livre était un petit acte de résistance contre la destruction de choses qui comptaient, contre les Eleanor Griggs de ce monde qui confondaient efficacité et amélioration. Michael resta à l'hôpital plus longtemps que prévu, une pneumonie compliquée par son cœur rhumatismal. Margaret lui rendit visite 2 fois, apportant de nouveaux livres à chaque fois. Lors de sa 2e visite, elle le trouva assis dans son lit, le guide d'architecture ouvert à côté de lui, les pages marquées avec des serviettes de la cafétéria de l'hôpital couvertes de son écriture soignée. « J'ai fait des dessins », lui dit-il, sa voix faible mais ses yeux brillants. Une bibliothèque avec des puits de lumière et des sièges près des fenêtres et des cheminées dans chaque coin. « Ça sonne merveilleux », dit Margaret, s'asseyant prudemment au bord de son lit. Y aura-t-il une section spéciale pour les livres mis au rebut qui trouvent un nouveau destin? Il sourit, saisissant immédiatement son intention. La plus grande section de toutes. Et une porte secrète derrière une bibliothèque menant à une salle où la bibliothécaire pourra organiser sa révolution des livres. Ils rirent ensemble, bien que le rire de Michael se transforme en une quinte de toux qui le laissa pâle et épuisé. Quand il reprit enfin son souffle, il attrapa sa main avec une force surprenante. « N'arrête pas !» dit-il avec véhémence. « Ce que tu fais, les livres, c'est important. » Plus que tout. Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je n'arrêterai pas, » promit-elle. « Jamais. » Ce qu'aucun d'eux ne savait alors, c'est comment le temps mettrait cette promesse à l'épreuve, l'étirant sur des années marquées par des changements à la fois graduels et soudains, à la fois beaux et terribles. Le printemps arriva tard à Millfield cette année-là, mais quand il se présenta, il apporta le changement avec lui. Le plan de modernisation d'Eleanor Griggs s'accéléra, apportant des ordinateurs à la bibliothèque, remplaçant le fichier par un système électronique et restructurant les rôles du personnel pour se concentrer sur ce qu'elle appelait l'expérience utilisateur contemporaine. Pour Margaret, maintenant âgée de 73 ans et de plus en plus perçue comme une relique du passé de la bibliothèque, ces changements signifiaient un rôle réduit. Elle fut déplacée du bureau principal de circulation à la salle de lecture pour enfants, une rétrogradation aux yeux d'Eleanor, mais une joie secrète pour Margaret, qui avait maintenant un accès direct aux lecteurs les plus jeunes et les plus influençables. Dans la salle de lecture, la rébellion silencieuse de Margaret continua, bien que sous une forme modifiée. Plutôt que de donner des livres, elle se concentra sur la connexion des enfants avec des histoires qui parlaient à leurs circonstances particulières. Pour le garçon Davidson, dont le père était en prison, elle trouva des livres sur la résilience et le pardon. Pour les jumeaux Zhang, qui luttaient pour équilibrer leur héritage chinois avec les pressions de l'école américaine, elle introduisit des histoires qui faisaient le pont entre les divisions culturelles. Et toujours, elle gardait ses registres privés, remplissant maintenant un second carnet caché dans la boîte sculptée de Michael. Michael Harrington retourna à la bibliothèque fin avril, plus mince et plus réservé, mais avec cette même intensité dans le regard. Il ne visitait plus les sections pour enfants où ses sœurs furetaient, se dirigeant plutôt directement vers la zone de référence, où les livres sur les collèges et les bourses d'études étaient conservés. « Tu planifies l'avenir ?» demanda Margaret, le trouvant entouré de catalogues universitaires par un après-midi pluvieux. Il leva les yeux, un crayon serré entre les dents, un autre derrière l'oreille. « 4 ans ?» dit-il après avoir retiré le crayon. « Plus que 4 ans avant de pouvoir postuler. Il faut que je sache ce qu'il faut faire. »
Quel cours prendre? Quelle note avoir? Tu n'as que 13 ans? Dit Margaret doucement. Tu as le temps? Michael secoua la tête avec une détermination d'adulte. Il n'y a jamais assez de temps. Les médecins ont été assez clairs là-dessus le mois dernier. Margaret eut froid malgré la douceur printanière. Que veux-tu dire? Mon cœur, dit-il simplement. Il n'est pas au mieux. Il ne le sera peut-être jamais. Alors je dois faire les choses plus vite que la plupart des gens. Mieux aussi. Margaret s'assit lourdement dans la chaise en face de lui, son propre cœur se serrant. « Michael, ça va », l'interrompit-il. « Vraiment. Ça veut juste dire que je ne peux pas perdre de temps. Et je n'en perdrai pas. » Il désigna les brochures d'université. « Je vais étudier l'architecture. Construire des choses qui durent. » « J'ai promis, tu te souviens ?» Margaret s'en souvenait. Leur conversation d'il y a des mois prenait soudain un nouveau sens, une nouvelle urgence. « Je m'en souviens, » dit-elle doucement. « Et je crois que tu y arriveras. » Après ce jour-là, Margaret porta un intérêt particulier au parcours scolaire de Michael, l'orientant vers des livres qui le mettraient au défi, compléteraient son éducation dans le public, le prépareraient à l'avenir qu'il était si déterminé à conquérir. Elle l'aida à rédiger ses premières lettres de motivation pour les bourses. Elle lui apprit à utiliser les nouveaux ordinateurs de la bibliothèque pour accéder à des informations au-delà de ce que la collection limitée de Millfield pouvait fournir. Pendant ses années de lycée, Michael devint un habitué de la bibliothèque, restant souvent jusqu'à la fermeture, travaillant avec une intensité qui à la fois impressionnait et inquiétait Margaret. Sa santé demeurait fragile. Des hospitalisations ponctuaient sa carrière scolaire, chaque absence suivie d'un effort redoublé pour rattraper et avancer. Elisa et ses frères et sœurs vinrent moins fréquemment en grandissant, trouvèrent des petits boulots après l'école, développèrent des centres d'intérêt au-delà des livres. Mais Michael resta constant, son lien avec Margaret s'approfondissant en quelque chose qui transcendait la relation habituelle bibliothécaire-usager. Le jour de sa remise de diplôme de fin de lycée, il apporta à Margaret un petit paquet emballé. « Je ne peux pas venir à la cérémonie », s'excusa-t-elle. « Ma hanche, le docteur dit plus de chaise pliante pour un moment, c'est juste une formalité de toute façon », dit Michael avec le dédain désinvolte de la jeunesse. « Ouvre-le !» À l'intérieur se trouvait une photographie dans un cadre simple, Michael dans sa toge et son mortier, debout sur les marches d'un bâtiment en pierre calcaire. « Université Cornell ?» expliqua-t-il, sa voix vibrant d'excitation contenue. « École d'architecture. J'ai eu une bourse complète? Je commence en septembre. » La vision de Margaret se troubla tandis qu'elle fixait la photo. « Cornell ?» répéta-t-elle. « Michael, c'est extraordinaire. Ça ne serait jamais arrivé sans toi ?» dit-il avec une conviction simple. « Chaque livre, chaque histoire, chaque fois où tu as cru en moi alors que les probabilités disaient le contraire. »« N'importe quoi !» protesta Margaret, bien que son cœur se gonfle douloureusement dans sa poitrine. « C'est toi qui as fait ça. Ton génie, ta détermination. Mes fondations ?» l'interrompit-il. « C'est toi qui me les as données. Des livres qui m'ont montré ce qui était possible quand tout autour de moi disait que rien ne l'était. » Il la serra alors dans ses bras, ce garçon qui était devenu un jeune homme remarquable malgré tous les obstacles. Margaret sentit la force de son étreinte et s'émerveilla que l'enfant fragile qu'elle avait rencontré pour la première fois ait survécu pour revendiquer son avenir. « Je t'écrirai », promit-il en se préparant à partir. « Et je viendrai pendant les vacances. »« Concentre-toi sur tes études », dit Margaret fermement. « Construis ces choses durables que tu planifies depuis l'âge de 12 ans. » Il écrivit effectivement de longues lettres détaillées sur les projets d'atelier et la théorie architecturale, sur des professeurs qui le défiaient et des concepts qui l'enthousiasmaient. Chaque lettre était soigneusement conservée dans la boîte à côté des registres de Margaret, une sorte différente de témoignage d'une vie qui se déployait. Les visites furent moins fréquentes que l'un et l'autre ne l'avaient espéré. La santé de Michael restait imprévisible, et le temps qu'il avait entre les hospitalisations était entièrement consacré à ses études. Margaret comprenait, elle l'avait toujours compris, cette vieille âme dans un jeune corps, courant contre des contraintes que la plupart des gens n'avaient jamais à considérer. La propre vie de Margaret continuait sa contraction progressive. À 78 ans, ses heures à la bibliothèque furent encore réduites. Eleanor Griggs, qui approchait elle-même de la retraite, suggéra avec une douceur bureaucratique que peut-être il était temps pour Margaret d'envisager de démissionner complètement. « Le projet de numérisation va être perturbant », expliqua Eleanor, faisant référence au futur scannage de toute la collection de la bibliothèque. « Et l'espace réduit des étagères dans le nouveau plan. Ce sera une transition difficile pour quelqu'un avec votre... »
perspective historique. Margaret entendit ce qui n'était pas dit, vieille, dépassée, obsolète. Comme les livres qu'elle avait sauvés de la destruction des années auparavant, elle était maintenant considérée plus comme un vestige que comme un atout. Mais Margaret Whittaker n'avait jamais été du genre à suivre les suggestions, surtout celles enveloppées dans l'euphémisme corporatif. Elle réduisit ses heures, mais refusa de prendre complètement sa retraite. La salle de lecture pour enfants restait son domaine, bien qu'elle la partage maintenant avec une bibliothécaire plus jeune qui parlait d'initiatives d'alphabétisation et de repères de développement, là où Margaret voyait simplement des enfants ayant besoin d'histoire. Dans son rôle réduit, Margaret trouva une liberté différente. Avec moins de surveillance sur ses activités quotidiennes, ses efforts de redistribution de livres entrèrent dans une nouvelle phase. Elle commença à collecter des livres donnés par la communauté, soi-disant pour les ventes de livres d'occasion de la bibliothèque, mais beaucoup n'arrivaient jamais à ces tables. À la place, ils trouvaient leur chemin vers les enfants qui en avaient besoin, vers les personnes âgées de la maison de retraite du comté, vers les nouvelles familles d'immigrés qui luttaient pour apprendre l'anglais tout en préservant leur héritage culturel. Chaque livre, chaque destinataire était toujours consigné dans ces registres, qui remplissaient maintenant 3 volumes rangés dans la boîte sculptée de Michael. Les entrées étaient devenues plus brèves, ses mains troublées par l'arthrite, son énergie plus précieuse, mais la pratique continuait, un rituel qui reliait son présent à son passé, et bien qu'elle ne le sache pas encore, à son avenir. Michael obtint son diplôme de Cornell avec les honneurs, son succès rendu plus remarquable par les 2 semestres qu'il avait terminés depuis des lits d'hôpital. Ses lettres se firent moins fréquentes quand il commença sa vie professionnelle, mais chacune détaillait des projets ambitieux, des responsabilités croissantes et une vision qui restait focalisée sur la création d'espaces qui servaient les besoins humains plutôt que la simple mode architecturale. 8 ans après son diplôme, alors que Margaret approchait de son 86e anniversaire, une lettre arriva avec un cachet de Californie. À l'intérieur se trouvait une brève note et une coupure de journal du San Francisco Chronicle. Le titre disait « Harrington Design Group remporte un prix international pour son architecture centrée sur la communauté ». La photo qui l'accompagnait montrait Michael, maintenant âgé de 32 ans, ses traits juvéniles mûris mais toujours reconnaissables, recevant un prix pour la conception d'une bibliothèque et centre communautaire combinés dans un quartier défavorisé de San Francisco. Sa note était d'une directe caractéristique. Les fondations tiennent. Chaque bâtiment que je conçois a une bibliothèque en son cœur. Chaque bibliothèque a un coin secret où les livres trouvent les personnes qui en ont le plus besoin. Tu me l'as appris. Avec amour, Michael. Margaret pleura ouvertement, seule dans son petit appartement où les étagères ployaient sous le poids d'une collection de toute une vie. Ses mains, maintenant déformées par l'arthrite, tremblaient alors qu'elle plaçait la coupure dans la boîte avec ses lettres et ses registres. Elle était fière de lui, farouchement fière, mais aussi consciente du passage du temps d'une manière qui faisait mal à sa poitrine, d'une douleur sans rapport avec son cœur vieillissant. Cette même année, Margaret prit finalement sa retraite de la bibliothèque publique de Millfield, non par choix, mais par nécessité. Une chute dans les escaliers de la bibliothèque lui avait cassé la hanche, et bien qu'elle se soit rétablie avec une détermination farouche, sa mobilité en fut définitivement affectée. La marche de 3 pâtés de maison entre son appartement et la bibliothèque devint impossible, surtout pendant les hivers rigoureux de Millfield. Eleanor Griggs avait pris sa retraite des années plus tôt, mais son héritage de modernisation se poursuivait sous son successeur. La bibliothèque que Margaret avait servie pendant plus de 50 ans comportait désormais des laboratoires de médias numériques, des postes informatiques et moins de livres sur moins d'étagères. Les bustes de marbre qui flanquaient autrefois l'entrée étaient maintenant exposés au musée municipal comme artefacts historiques. La fête de retraite de Margaret fut très fréquentée. Des générations d'habitants de Millfield avaient grandi sous sa tutelle après tout. D'anciens enfants, devenus adultes avec leurs propres enfants, vinrent célébrer ces décennies de service. Le journal local publia un article qui la surnommait « la gardienne littéraire de Millfield ». Le conseil d'administration de la bibliothèque lui remit une plaque commémorant ses années de dévouement. Ce que personne ne mentionna, ce que personne ne savait sauf Margaret elle-même, c'était l'étendue véritable de son impact. Les milliers de livres qui avaient trouvé leur chemin vers des lecteurs qui en avaient besoin, la rébellion privée qui s'était étendue sur un demi-siècle, les vies transformées par des histoires qui auraient pu autrement être jetées ou rester enfermées derrière des règles institutionnelles. À la retraite, le monde de Margaret se contracta davantage. Son appartement,
le cabinet médical, l'épicerie et parfois le restaurant du coin, ceux-ci devinrent les limites de son existence physique. Mais son esprit resta aussi actif que jamais, maintenant tourné vers un projet d'écriture personnelle, transformer ses entrées de registre en histoires sur les enfants qui avaient reçu ses livres et comment ces livres avaient façonné leur vie. Certaines histoires, elle les connaissait de première main, comme le parcours de Michael, du garçon maladif à l'architecte acclamé. D'autres, elle les imaginait à partir de brèves rencontres, de noms dans son registre qui avaient disparu de sa mémoire, mais pas de son sentiment de connexion avec chaque enfant qui s'était jamais tenu devant son bureau avec des yeux affamés. En écrivant, Margaret prit de plus en plus conscience de la précarité de sa situation. Sa modeste pension couvrait ses besoins de base, mais guère plus. L'immeuble où elle avait vécu pendant 30 ans avait été vendu à des promoteurs qui prévoyaient d'y construire des condominiums de luxe. Son bail ne serait pas renouvelé quand il expirerait le printemps suivant. Les options de logement abordables pour seniors à Millfield étaient limitées. La liste d'attente pour le seul établissement décent s'étendait sur des années. Margaret se retrouvait face à la possibilité de quitter la ville qu'elle avait servie si longtemps, cherchant un logement moins cher dans l'une des communes environnantes, des communes sans histoire, sans lien, sans les souvenirs qui la soutenaient. C'est durant cette période d'incertitude que Michael Harrington fit son retour dans sa vie en personne, plutôt que par lettre. Il arriva à l'improviste par un après-midi doré d'octobre, frappant à la porte de son appartement avec la même détermination directe qu'il avait montrée enfant. Margaret reconnut à peine l'homme qui se tenait devant elle, grand, sûr de lui, vêtu d'une manière qui témoignait du succès sans ostentation. Mais ses yeux, ceux-là n'avaient pas changé, toujours intenses, voyant encore plus que ce que la plupart des gens remarquaient. « Michael », souffla-t-elle, une main agrippée au chambranle pour se soutenir. « Mon Dieu, Mademoiselle Margaret ?» dit-il, et sa voix aussi avait changé, s'était approfondie, mais gardait le même sérieux. « Puis-je entrer ?» Son appartement, autrefois organisé avec la précision d'une bibliothécaire, avait quelque peu succombé à ses limitations physiques. Des livres s'empilaient sur toutes les surfaces, des papiers s'amoncelaient sur la petite table de salle à manger. Margaret sentit une bouffée de gêne en lui faisant signe d'entrer. « Excusez le chaos !» murmura-t-elle. Mes mains ne coopèrent plus pour ranger comme avant. Michael ne sembla pas remarquer le désordre. Son regard parcourut le petit espace, prenant note des étagères, du fauteuil de lecture près de la fenêtre, de la photographie encadrée de lui à la remise des diplômes qui occupaient encore une place d'honneur sur sa table d'appoint. « Vous l'avez gardé ?» dit-il en prenant le cadre. « Bien sûr que je l'ai gardé », répondit Margaret en s'installant prudemment dans son fauteuil. « L'un de mes moments de fierté, vous voir obtenir ce pour quoi vous aviez tant travaillé. » Michael reposa la photographie et s'assit sur le canapé en face d'elle. « J'aurais dû venir plus tôt ?» dit-il, une ombre traversant son visage. « Des années plus tôt ? Allons donc. » Margaret balaya ses excuses d'un geste. « Vous construisiez votre vie, votre carrière. C'est exactement comme cela devait être. »« Tout de même, » insista-t-il, « j'ai souvent pensé à vous. Plus que souvent. Votre influence se retrouve dans tout ce que je conçois. »« C'est ce que j'ai compris de vos lettres ?» dit Margaret, la poitrine réchauffée par la fierté. Cette bibliothèque communautaire à San Francisco, elle avait l'air magnifique. Michael se pencha en avant, l'expression concentrée. « C'est en partie pourquoi je suis ici. Nous nous développons, nous ouvrons un bureau sur la côte Est. Je vais le diriger, et il va être basé ici même à Millfield. » Les sourcils de Margaret se levèrent de surprise. « Millfield ? Mais pourquoi ? Boston ou New York auraient sûrement plus de sens d'un point de vue commercial. » Un sourire se dessina au coin de la bouche de Michael. Depuis quand est-ce que l'un de nous prend des décisions basées uniquement sur ce qui semble le plus logique sur le papier? Margaret rit doucement, concédant le point. C'est vrai. Mais quand même, Millfield n'est pas exactement un centre d'innovation architecturale. Ça le deviendra, dit Michael avec une confiance tranquille. Nous nous spécialisons dans la revitalisation communautaire par la réutilisation adaptative de structures historiques. Et Millfield en a beaucoup, y compris cette ancienne filature textile qui est restée vide pendant des décennies. Alors qu'il exposait sa vision pour transformer cet espace industriel abandonné en un complexe qui inclurait des bureaux, des logements abordables et des équipements publics, Margaret ressentit un élan d'espoir pour cette ville qui avait lentement décliné au cours de ces dernières années. « Cela sonne merveilleux, Michael », dit-elle quand il eut fini. « Vraiment visionnaire. Il y a autre chose. » dit-il, plongeant la main dans la poche de sa veste et en sortant une feuille de papier pliée. « C'est en fait la raison principale pour laquelle je suis venu te voir aujourd'hui. » Il lui tendit le papier, une impression d'une annonce immobilière.
Margaret chercha ses lunettes de lecture à tâtons, les perchant sur son nez avant d'examiner le document. L'annonce montrait une maison victorienne sur Maple Street, une grande et belle demeure avec une véranda qui faisait le tour de la maison, des beaux windows et une tourelle qui captait la lumière du matin. C'était la maison des Hendricks quand Margaret était jeune, plus tard celle des Patterson, bien qu'elle ne sache pas qui en était propriétaire maintenant. « Elle est magnifique », dit-elle, levant les yeux avec confusion. « Mais je ne comprends pas. » Michael prit une grande inspiration. « J'aimerais que tu l'aies. » Margaret le fixa, certaine d'avoir mal entendu. « Que je l'ai... que tu y vives ?» précisa Michael. « Elle est à toi, ou elle le sera une fois que les papiers seront signés la semaine prochaine. J'ai déjà fait une offre et elle a été acceptée. » Les mains de Margaret se mirent à trembler si violemment que le papier se froissa bruyamment. « Michael, je ne peux pas... C'est absurde. Tu ne peux pas. »« Je peux, » dit-il doucement. « Et je le fais. » Considère cela comme le premier projet de notre opération sur la côte Est, la restauration d'une maison historique pour la femme qui a rendu tout le reste possible. Des larmes montèrent aux yeux de Margaret, débordant avant qu'elle puisse les retenir. « C'est trop, » murmura-t-elle. « Beaucoup trop. » Michael glissa du canapé pour s'agenouiller devant sa chaise, prenant ses mains noueuses dans les siennes. « Te souviens-tu de l'atlas que tu m'as donné quand j'avais 12 ans? Celui que tu avais envoyé à la maison avec Elisa quand j'étais malade? » Margaret hocha la tête, incapable de parler. Il y avait une page avec des maisons victoriennes, les dames peintes de San Francisco. Je fixais cette page pendant des heures, mémorisant chaque détail architectural. Je me suis promis qu'un jour j'habiterais dans une maison comme ça. Ou mieux encore, que j'offrirais une maison comme ça à ma mère. Il s'arrêta, ses propres yeux brillants maintenant. Maman est morte avant que je puisse tenir cette promesse. Un cancer il y a 3 ans, mais elle connaissait ce projet, que j'économisais, que j'attendais qu'une maison convenable se libère à Millfield. Elle m'a fait promettre de ne pas trop attendre, de m'assurer que vous sauriez exactement d'où venait ce cadeau et pourquoi. Les larmes de Margaret coulaient librement maintenant. Votre mère, elle savait? Michael sourit à travers ses propres larmes. Bien sûr qu'elle savait. Pour les livres supplémentaires, pour vos registres secrets, pour la façon dont vous avez changé la trajectoire de ma vie avec des histoires et de la confiance quand la médecine et la réalité disaient que mes options étaient limitées. Maman vous appelait mon ange des livres. Il serra doucement ses mains. La maison a besoin de travaux, moderniser les systèmes, modification d'accessibilité. Je m'occuperai de tout ça. Mais la structure est solide, les fondations sont saines, elle tiendra encore 100 ans avec des soins appropriés. Margaret regarda à nouveau l'annonce, cette maison avec sa tourelle et sa galerie qui fait le tour. Une maison de contes de fées, le genre qu'elle n'avait jamais visité qu'en imagination. La pièce de la tourelle ferait une bibliothèque parfaite, ajouta Michael, suivant son regard. Des étagères du sol au plafond, une banquette près de la fenêtre donnant sur le jardin. Michael, commença Margaret, sa voix se brisant. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, l'encouragea-t-il. Dites que vous acceptez ce cadeau d'un garçon qui n'avait rien à donner autrefois, mais peut maintenant rendre quelque chose. Dites que vous me laisserez enfin équilibrer le registre entre nous, même si nous savons tous les deux que je ne pourrai jamais vraiment y arriver. À cet instant, Margaret Whittaker, qui avait passé sa vie à enfreindre discrètement les règles pour donner des livres aux enfants qui en avaient besoin, qui n'avait jamais attendu de reconnaissance ou de récompense, comprit que parfois l'univers fonctionnait en parfaite symétrie, rendant la gentillesse pour la gentillesse, l'amour pour l'amour, d'une façon qui ne pouvait jamais être prédite. « Oui », murmura-t-elle, serrant les mains de Michael avec une force surprenante. « Oui ». 3 mois plus tard, par un matin d'hiver vif, Margaret Whittaker se tenait sur le perron de sa nouvelle demeure, la maison de ses rêves, regardant Michael diriger l'équipe de déménagement qui apportait le reste de ses affaires. Le plus précieux parmi elles était une caisse en bois contenant la boîte sculptée de Michael, qui abritait maintenant 4 volumes de registres documentant un demi-siècle de rébellion littéraire. La rénovation de la maison avait été achevée avec une rapidité remarquable, l'équipe de Michael travaillant jour et nuit pour transformer l'espace tout en préservant son caractère historique. Des ouvertures de portes élargies permettaient le passage du déambulateur de Margaret. Un ascenseur déguisé en alcôve lambrissée reliait le 1er et le 2e étage. La cuisine comportait des plans de travail à différentes hauteurs pour que Margaret puisse cuisiner assise ou debout, selon la façon dont sa hanche se sentait tel ou tel jour. Et la pièce de la tourelle avait été transformée en la bibliothèque dont Margaret rêvait.
Des étagères du sol au plafond bordaient les murs circulaires, interrompus seulement par des fenêtres qui captaient la lumière à différents moments de la journée. Une échelle roulante, semblable à celle que Margaret avait grimpée à la bibliothèque de Millfield pendant des décennies, donnait accès aux étagères les plus hautes. Au centre se dressait une table de lecture avec une lampe au verre vert et sous la fenêtre principale, un siège rembourré assez large pour s'y blottir avec un livre. Alors que Margaret regardait les déménageurs porter ses livres, la collection de toute sa vie, vers ce sanctuaire, elle ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle ne s'était jamais attendue à éprouver. Le cercle qui avait commencé par un petit acte de rébellion, donner un exemplaire usé du Jardin secret, à une fillette dans un manteau trop grand, avait d'une manière ou d'une autre mené à ce moment, cette maison, ce nouveau chapitre de sa vie. Michael la rejoignit sur le porche, sa respiration visible dans l'air hivernal. Heureuse, Margaret hocha la tête, incapable de trouver des mots à la hauteur de ce moment. « Bien, » dit-il simplement, « c'est tout ce que je voulais. » Ils restèrent ensemble dans un silence complice, regardant le camion de déménagement s'éloigner. Margaret savait qu'il y aurait une période d'adaptation, apprendre les grincements et les soupirs d'une nouvelle maison, établir de nouvelles habitudes, trouver sa place dans un quartier différent de celui qu'elle avait connu pendant des décennies. Mais elle savait aussi que cette maison, avec ses fondations solides et sa tourelle élancée, représentait plus qu'un simple abri. C'était un témoignage du pouvoir des petites gentillesses, des effets d'ondulation des actions entreprises sans attendre de retour. C'était la preuve que les livres pouvaient effectivement changer des vies, non seulement à travers les histoires qu'ils contenaient, mais à travers les liens qu'ils créaient entre des personnes qui autrement ne se seraient peut-être jamais trouvées. Alors que le crépuscule commençait à tomber, Margaret et Michael entrèrent, fermant la porte contre le froid hivernal. Dans la pièce de la tourelle, ils déballèrent ensemble la boîte sculptée, plaçant les registres sur une étagère spéciale construite juste pour eux. « J'ai quelque chose pour toi », dit Margaret, sortant un petit paquet de la poche de son cardigan. « Un cadeau de crémaillère pour moi-même, en quelque sorte ?» Michael déballa le paquet et découvrit une petite plaque de laiton simplement gravée « La bibliothèque des secondes chances ». « Pour la porte ?» expliqua Margaret. « Si ce n'est pas trop présomptueux ?» Les yeux de Michael se plissèrent au coin, des rides de joie, pas d'âge, bien qu'il ne fût plus le garçon qu'elle avait rencontré pour la première fois. « C'est parfait », dit-il. « Absolument parfait. » Plus tard dans la soirée, après le départ de Michael, Margaret s'assit seule dans sa bibliothèque de la Tourelle, entourée de livres qui l'avaient accompagnée toute sa vie. Par les fenêtres, elle pouvait voir les étoiles apparaître dans le ciel d'hiver, brillantes contre l'obscurité naissante. Sur la table de lecture se trouvait un registre neuf, le 5e tome, ses pages vierges et en attente. Margaret l'ouvrit, décapuchonna son stylo et commença à écrire « La bibliothèque des secondes chances, établie en février 2023 ». Elle s'arrêta, réfléchissant à ce qui devrait suivre. Ce registre serait différent des autres. Plutôt que d'enregistrer les livres qui partaient, il documenterait les livres qui arrivaient, créant une nouvelle collection spécifiquement conçue pour être donnée. Une bibliothèque gratuite pour ceux qui avaient le plus besoin d'histoire. Alors que Margaret écrivait ses projets pour ce nouveau chapitre de sa rébellion littéraire, elle sentit la présence de tous les enfants qui avaient reçu des livres de sa part au fil des décennies. Certains, comme Michael, elle les avait vus grandir pour devenir des adultes remarquables. D'autres avaient déménagé, leurs histoires se poursuivant au-delà de sa connaissance, mais portant, elle l'espérait, quelques traces des livres qu'elle avait placés entre leurs mains. Dans le silence de sa chambre de la Tourelle, entourée d'histoires et de lumière d'étoiles, Margaret Whittaker, autrefois bibliothécaire rebelle, maintenant gardienne de la bibliothèque des secondes chances, sentit le cercle du donner et du recevoir se refermer sur lui-même. Et puis, comme tous les bons cercles, recommencer.